Chapitre 12. La raison de l'homme. Il y avait un membre de la tribu de Tarzan qui contestait son autorité, et c'était Terkoz, le fils de Tublat. Mais il craignait tellement le couteau acéré et les flèches mortelles de son nouveau seigneur qu'il limitait l'expression de ses objections à de petites désobéissances et à des manières irritantes. Tarzan savait, cependant, qu'il ne faisait qu'attendre l'occasion de lui arracher la royauté par un coup soudain de traîtrise, et il restait donc constamment sur ses gardes contre toute surprise. Pendant des mois, la vie du petit groupe se poursuivit à peu près comme auparavant, si ce n'est que la plus grande intelligence de Tarzan et son habileté de chasseur lui assuraient une subsistance plus abondante que jamais. La plupart d'entre eux étaient donc plus que satisfaits de ce changement de chef. Tarzan les conduisait la nuit vers les champs des hommes indigènes, et là, avertis par la sagesse supérieure de leur chef, ils ne mangeaient que ce dont ils avaient besoin et ne détruisaient jamais ce qu'ils ne pouvaient consommer, contrairement aux habitudes de Manu et de la plupart des grands singes. Ainsi, bien que les indigènes fussent en colère face au vol répété de leurs champs, ils n'étaient pas découragés dans leur effort pour cultiver la terre, ce qui aurait été le cas si Tarzan avait permis à son peuple de ravager aveuglément les plantations. Durant cette période, Tarzan fit de nombreuses visites nocturnes au village, où il renouvelait souvent son stock de flèches. Il remarqua bientôt la nourriture toujours déposée au pied de l'arbre qui lui servait d'accès à l'enceinte, et après un certain temps, il commença à manger ce que les indigènes y laissaient. Lorsque les indigènes terrifiés virent que la nourriture disparaissait durant la nuit, ils furent remplis de consternation et de crainte, car il y avait une grande différence entre offrir de la nourriture pour apaiser un dieu ou un démon et voir réellement l'esprit venir au village pour la consommer. Une telle chose était inédite et troublait leur esprit superstitieux avec toutes sortes de peurs vagues. Et ce n'était pas tout. La disparition périodique de leurs flèches et les étranges tours jouées par des mains invisibles les avaient plongés dans un tel état que la vie était devenue un véritable fardeau dans leur nouveau foyer. C'est alors que Mbonga et ses principaux conseillers commencèrent à parler d'abandonner le village et de chercher un site plus éloigné dans la jungle. Bientôt, les guerriers indigènes commencèrent à s'aventurer de plus en plus loin vers le sud, au cœur de la forêt, lorsqu'ils partaient chasser, cherchant un emplacement pour un nouveau village. La tribu de Tarzan fut alors plus souvent troublée par ces chasseurs errants. À présent, le silence farouche et paisible de la forêt primitive était rompu par de nouveaux cris étranges. Il n'y avait plus de sécurité pour les oiseaux ou les bêtes, l'homme était venu. D'autres animaux parcouraient la jungle, de jour comme de nuit, des bêtes féroces et cruelles, mais leurs voisins plus faibles ne faisaient que fuir momentanément leur proximité immédiate pour revenir une fois le danger passé. Avec l'homme, c'était différent. Lorsqu'il arrive, nombre des plus grands animaux quittent instinctivement la région pour ne plus jamais y revenir, ou très rarement. Il en a toujours été ainsi avec les grands anthropoïdes, ils fuient l'homme comme l'homme fuit la peste. Pendant un court moment, la tribu de Tarzan demeura près de la plage, car leur nouveau chef détestait l'idée d'abandonner à jamais les précieux objets contenus dans la petite cabane. Mais lorsqu'un jour un membre de la tribu découvrit un grand nombre d'indigènes sur les rives d'un petit ruisseau, qui leur servait de point d'eau depuis des générations, il les vit en train de défricher une parcelle de jungle et d'y ériger de nombreuses huttes. Les singes refusèrent de rester plus longtemps. Tarzan les mena alors à l'intérieur des terres pour de nombreuses marches, jusqu'à un endroit encore vierge du pied de l'homme. À chacune, Tarzan retournait rapidement à travers les branches oscillantes pour passer une journée avec ses livres et renouveler son stock de flèches. Cette dernière tâche devenait de plus en plus difficile, car les indigènes avaient pris l'habitude de cacher leurs réserves la nuit dans les greniers et les huttes. Cela obligeait Tarzan à les observer durant la journée pour découvrir où étaient dissimulées les flèches. À 2 reprises, il s'était introduit dans les huttes pendant la nuit, alors que les occupants dormaient sur leurs nattes, et avait volé les flèches posées juste à côté des guerriers. Mais il comprit vite que cette méthode était trop risquée.
Il se mit alors à capturer des chasseurs isolés avec son long et mortel nœud coulant, les dépouillant de leurs armes et de leurs ornements, puis laissant tomber leur corps depuis un arbre élevé au beau milieu du village dans le silence de la nuit. Ces diverses escapades terrorisèrent une fois encore les indigènes. Sans le répit mensuel entre les visites de Tarzan, qui leur permettait de raviver l'espoir que chaque nouvelle incursion serait la dernière, ils auraient rapidement abandonné leur nouveau village. Les indigènes n'avaient pas encore découvert la cabane de Tarzan sur la plage lointaine. Mais l'homme-singe vivait dans la crainte constante que pendant son absence avec la tribu, il la trouve et pille son trésor. Ainsi, il passa de plus en plus de temps aux abords de la dernière demeure de son père et de moins en moins avec la tribu. Bientôt, les membres de sa petite communauté commencèrent à souffrir de sa négligence, car des disputes et des querelles éclataient sans cesse, que seul le roi pouvait apaiser pacifiquement. Finalement, certains des vieux singes parlèrent à Tarzan du problème, et durant le mois qui suivit, il resta constamment avec la tribu. Les devoirs de la royauté parmi les anthropoïdes ne sont ni nombreux ni ardus. L'après-midi, Taka vient peut-être se plaindre qu'Old Mungo lui a volé sa nouvelle épouse. Tarzan doit alors convoquer tout le monde devant lui, et s'il constate que l'épouse préfère son nouveau seigneur, il ordonne que les choses restent en l'état, ou bien il impose à Mungo de donner à Taka une de ses filles en échange. Quelle que soit la décision, les singes l'acceptent comme définitive et retournent à leur occupation, satisfaits. Puis vient Tana, hurlante et se tenant le flanc d'où le sang coule abondamment. Gunto, son mari, l'a cruellement mordu. Et Gunto, convoqué, explique que Tana est paresseuse, qu'elle refuse de lui apporter des noix et des coléoptères, ou de lui gratter le dos. Alors Tarzan les réprimande tous les deux, et menace Gunto de lui faire goûter aux éclats de mort s'il continue d'abuser de Tana. De son côté, Tana est contrainte de promettre d'être plus attentive à ses devoirs d'épouse. Et ainsi va la vie. Une suite de petits conflits familiaux qui, s'ils n'étaient pas réglés, finiraient par engendrer de graves divisions et, à terme, la désintégration de la tribu. Mais Tarzan s'en lassa, car il comprit que la royauté signifiait la restriction de sa liberté. Il aspirait à retrouver sa petite cabane et la mer baignée de soleil, l'intérieur frais de la maison solidement bâtie, et les merveilles infinies des nombreux livres. En grandissant, il s'aperçut qu'il s'éloignait peu à peu de son peuple. Leurs intérêts et les siens étaient désormais trop différents. Il n'avait pas suivi son évolution, ni ne pouvait comprendre quoi que ce soit aux étranges et merveilleuses pensées qui traversaient l'esprit actif de leur roi humain. Leur vocabulaire étant si limité, Tarzan ne pouvait même pas leur parler des vérités nouvelles et des vastes champs de réflexion que ses lectures avaient ouverts à ses yeux avides, ni leur faire part des ambitions qui agitaient son âme. Parmi la tribu, il n'avait plus d'amis comme autrefois. Un jeune enfant peut trouver de la compagnie chez de nombreuses créatures simples et étranges, mais un homme adulte a besoin d'un semblant d'égalité intellectuelle pour entretenir des relations agréables. Si Kala avait vécu, Tarzan aurait sacrifié tout le reste pour rester près d'elle. Mais à présent qu'elle était morte, et que les amis enjoués de son enfance étaient devenus des brutes féroces et maussades, il préférait de loin la paix et la solitude de sa cabane aux lourdes responsabilités du commandement d'une horde de bêtes sauvages. La haine et la jalousie de Terkoz, fils de Tubla, firent beaucoup pour contrecarrer le désir de Tarzan d'abandonner sa royauté parmi les singes. Car, têtu comme l'Anglais qu'il était, il ne pouvait se résoudre à battre en retraite face à un ennemi aussi implacable. Que Terkoz serait choisi comme chef à sa place, Tarzan le savait parfaitement, car à maintes reprises, la féroce brute avait imposé sa suprématie physique sur les quelques grands singes qui avaient osé s'opposer à sa tyrannie brutale. Tarzan aurait aimé soumettre la vilaine bête sans avoir recours au couteau ou aux flèches. Sa force prodigieuse et son agilité s'étaient tellement accrues depuis qu'il avait atteint sa maturité qu'il en était venu à croire qu'il pourrait maîtriser l'impressionnant Terkoz dans un combat à main nue. N'eût été l'avantage terrible que conférait à l'anthropoïde ces énormes crocs de combat face à un Tarzan bien mal armé.
Toute l'affaire échappa un jour au contrôle de Tarzan à la suite des circonstances, les laissant ainsi le choix de partir ou de rester, sans que son honneur sauvage en fût entaché. Voici ce qui arriva. La tribu se nourrissait paisiblement, dispersée sur une vaste zone, lorsqu'un grand cri retentit à quelque distance à l'est de l'endroit où Tarzan, allongé sur le ventre, près d'un ruisseau limpide, tentait d'attraper un poisson insaisissable avec ses mains brunes et vives. D'un même élan, la tribu se précipita en direction des cris de détresse, et ils trouvèrent Terkoz en train de saisir une vieille femelle par les cheveux et de la frapper impitoyablement de ses énormes mains. En s'approchant, Tarzan leva la main en signe d'ordre pour que Terkoz cesse, car cette femelle n'était pas sienne, mais appartenait à un vieux singe dont les jours de combat étaient révolus, et qui, par conséquent, ne pouvait plus protéger sa famille. Terkoz savait qu'il était contraire aux lois de son espèce de frapper la femelle d'un autre, mais en tant que brute tyrannique, il avait profité de la faiblesse du mari pour la punir, parce qu'elle avait refusé de lui céder un tendre rongeur qu'elle venait de capturer. Lorsqu'il vit Tarzan approcher sans ses flèches, il continua de frapper la pauvre femelle avec une intention manifeste d'affronter son chef Oni. Tarzan ne renouvela pas son avertissement. À la place, il se précipita de tout son corps sur Terkoz, prêt à en découdre. Jamais l'homme-singe n'avait livré un combat aussi terrible depuis ce jour lointain où Bulgani, le grand gorille-roi, l'avait si atrocement malmené, avant que, par un hasard providentiel, le couteau nouvellement découvert ne vienne percer son cœur sauvage. Cette fois, le couteau de Tarzan ne compensait que de justesse l'éclat menaçant des crocs de Terkoz, et le léger avantage que l'énorme singe avait sur lui en force brute était presque annulé par l'extraordinaire rapidité et l'agilité du jeune homme. Cependant, dans l'ensemble de leurs forces respectives, l'anthropoïde avait un léger avantage dans le combat, et s'il n'y avait eu aucun autre facteur pour influencer l'issue fatale, Tarzan des singes, le jeune Lord Greystock, serait mort comme il avait vécu, une bête sauvage inconnue dans l'Afrique équatoriale. Mais il possédait ce qui l'élevait bien au-dessus de ses compagnons de la jungle, cette petite étincelle qui marque toute la différence entre l'homme et la bête, la raison. C'est elle qui le sauva de la mort sous les muscles d'acier et les crocs déchirants de Terkoz. À peine avait-il combattu une douzaine de secondes qu'il roulait déjà sur le sol, frappant, griffant et lacérant deux grandes bêtes sauvages luttant à mort. Terkoz avait une douzaine de blessures au couteau sur la tête et la poitrine, tandis que Tarzan était lacéré et saignait abondamment. Son cuir chevelu, en un endroit, était à moitié arraché, si bien qu'un large lambeau pendait sur un de ses yeux, obstruant sa vision. Mais jusque-là, le jeune Anglais était parvenu à empêcher ces horribles crocs d'atteindre sa jugulaire, et tandis qu'ils ralentissaient un instant pour reprendre leur souffle, Tarzan conçut un plan rusé. Il tenterait de se glisser dans le dos de Terkoz, et, s'y accrochant avec griffes et dents, il enfoncerait son couteau jusqu'à ce que l'autre cesse de vivre. La manœuvre fut accomplie plus facilement qu'il ne l'espérait, car la brute stupide, ne comprenant pas l'intention de Tarzan, ne fit aucun effort particulier pour l'en empêcher. Mais lorsque Terkoz comprit enfin que son adversaire s'était fixé là où ni ses dents ni ses poings ne pouvaient l'atteindre, il se jeta violemment au sol, se débattant avec une telle fureur que Tarzan ne put que s'agripper désespérément à ce corps bondissant, tournoyant, se tordant. Et avant qu'il ne puisse porter un seul coup, son couteau fut projeté de sa main sous l'impact brutal contre la terre, le laissant sans défense. Durant les roulades et contorsions des minutes suivantes, l'emprise de Tarzan se relâcha à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un enchaînement accidentel de ses évolutions rapides et imprévisibles lui offre une nouvelle prise avec sa main droite. Une prise qu'il comprit immédiatement comme étant absolument imparable. Son bras passa sous celui de Terkoz par derrière, et sa main ainsi que son avant-bras encerclèrent la nuque du singe. C'était une prise en demi-Nelson,
bien connu dans la lutte moderne, que l'homme-singe, pourtant sans maître ni éducation, venait de découvrir instinctivement. Mais sa raison supérieure lui révéla en un instant l'importance de cette trouvaille. C'était pour lui la différence entre la vie et la mort. Et ainsi, il lutta pour obtenir une prise similaire avec la main gauche, et en quelques instants, le cou du taureau de Terkoz craqua sous l'emprise d'un full Nelson. Il n'y avait plus de ruade, ni de soubresaut à présent. Les deux adversaires gisaient immobiles au sol. Tarzan allongeait sur le dos de Terkoz. Lentement, la tête massive du singe était forcée toujours plus bas sur sa poitrine. Tarzan savait quel serait le résultat. D'un instant à l'autre, le cou se briserait. Mais alors, ce fut la même chose qui l'avait mis dans cette situation difficile qui sauva Terkoz. La faculté de raisonnement d'un homme. Si je le tue, pensa Tarzan, quel avantage en tirerais-je? Cela ne priverait-il pas la tribu d'un grand combattant? Et si Terkoz est mort, il ne saurait rien de ma suprématie, tandis que vivant, il sera à jamais un exemple pour les autres singes. « Ka, Goda !» siffla Tarzan à l'oreille de Terkoz, ce qui signifie, en langage simiesque, « Te rends-tu » Un instant, il n'y eut aucune réponse, et Tarzan ajouta quelques onces de pression, arrachant à la grande bête un hurlement d'agonie. « Ka, Goda » répéta Tarzan. « Ka, Goda » cria Terkoz. « Écoute » dit Tarzan, en relâchant légèrement sa prise, sans pour autant la lâcher complètement. « Je suis Tarzan, roi des singes, puissant chasseur, puissant combattant. Dans toute la jungle, il n'en est pas de plus grand que moi. Tu as dit « Kagoda » devant moi. Toute la tribu l'a entendu. Ne te querelle plus avec ton roi, ni avec ton peuple, car la prochaine fois, je te tuerai. As-tu compris? Acquiesça Terkoz. Et es-tu satisfait? Répondit le singe. Tarzan le libéra, et quelques minutes plus tard, tous étaient retournés à leur occupation, comme si rien n'avait troublé la tranquillité de leur retraite primitive. Mais au plus profond de l'esprit des singes s'enracina la conviction que Tarzan était un redoutable combattant et un être étrange. Étrange, car il avait eu le pouvoir de tuer son ennemi, mais avait choisi de l'épargner, sans lui infliger la moindre blessure. Cet après-midi-là, lorsque la tribu se rassembla, comme il était de coutume avant que l'obscurité ne tombe sur la jungle, Tarzan, après avoir lavé ses blessures dans l'eau du ruisseau, appela les vieux mâles autour de lui. « Vous avez vu aujourd'hui encore Tarzan des singes et le plus grand d'entre vous » dit-il. « répondirent-ils d'une seule voix. « Tarzan est grand. » Chapitre 13. Sa propre espèce. Le matin suivant, Tarzan, boiteux et douloureux à cause des blessures reçues lors de son combat contre Terkoz, se dirigea vers l'ouest et la côte. Il voyagea très lentement, dormant dans la jungle la nuit, et atteignit sa cabane tard le matin suivant. Pendant plusieurs jours, il se déplaça peu, juste assez pour rassembler les fruits et les noix dont il avait besoin pour satisfaire la faim. Au bout de 10 jours, il était de nouveau en bonne santé, sauf pour une terrible cicatrice à moitié guérie qui, partant au-dessus de son œil gauche, traversait le sommet de sa tête et se terminait à l'oreille droite. C'était la marque laissée par Terkoz lorsqu'il lui avait arraché le cuir chevelu. Pendant sa convalescence, Tarzan tenta de fabriquer un manteau avec la peau de Sabor qui avait été laissée tout ce temps dans la cabane. Mais il constata que la peau était devenue aussi rigide qu'une planche, et comme il ne connaissait rien au tannage, il fut contraint d'abandonner son projet chéri. Il décida alors de dérober les quelques vêtements qu'il pourrait trouver chez l'un des hommes indigènes du village de Mbonga, car Tarzan le singe avait décidé de marquer son évolution depuis les ordres inférieurs de toutes les manières possibles, et rien ne lui semblait plus distinctif de la masculinité que les ornements et les vêtements. Dans ce but,
Il rassembla les divers ornements de bras et de jambes qu'il avait pris aux guerriers qui étaient tombés sous sa rapide et silencieuse corde, et les enfila tous, comme il les avait vus porter. Autour de son cou pendait la chaîne en or à laquelle était attachée la médaille incrustée de diamants de sa mère, la Dame Alice. Dans son dos, un carquois rempli de flèches était suspendu à une ceinture en cuir, un autre butin pris à un indigène vaincu. Autour de sa taille, une ceinture composée de petites lanières de cuir brut, confectionnées par lui-même, servait de support pour le fourreau fait maison dans lequel pendait le couteau de chasse de son père. L'arc long, qui avait appartenu à Kulonga, reposait sur son épaule gauche. Le jeune lord Greystock était en effet une silhouette étrange et guerrière, sa masse de cheveux noirs tombant sur ses épaules derrière et coupée avec son couteau de chasse en une frange rudimentaire sur son front, afin qu'elle ne lui tombe pas sur les yeux. Sa silhouette, droite et parfaite, musclée comme celle des meilleurs gladiateurs romains anciens, et pourtant avec les courbes douces et sinueuses d'un dieu grec, témoignait d'un coup d'œil de la merveilleuse combinaison d'une force énorme avec de la souplesse et de la rapidité. Tarzan le singe était une personnification de l'homme primitif, du chasseur, du guerrier. Avec la noblesse de sa tête magnifique posée sur ses larges épaules, et le feu de la vie et de l'intelligence dans ses beaux yeux clairs, il aurait facilement pu incarner un demi-dieu d'un peuple sauvage et guerrier de son ancienne forêt. Mais Tarzan ne pensait pas à tout cela. Il était préoccupé car il n'avait pas de vêtements pour indiquer à tous les habitants de la jungle qu'il était un homme et non un singe, et il doutait souvent de savoir s'il ne risquait pas de redevenir un singe. Est-ce que des poils ne commençaient pas à pousser sur son visage ? Tous les singes avaient des poils sur le leur, mais les hommes indigènes étaient totalement dépourvus de poils, à quelques rares exceptions près. C'est vrai, il avait vu des images dans ses livres d'hommes avec de grandes masses de cheveux sur la lèvre, la joue et le menton, mais néanmoins, Tarzan avait peur. Presque chaque jour, il aiguisait son couteau tranchant et grattait, étaillait sa jeune barbe pour éradiquer cet emblème dégradant de la condition de singe. Ainsi, il apprit à se raser, rudement et douloureusement, il est vrai, mais néanmoins efficacement. Lorsqu'il se sentit de nouveau assez fort, après son combat sanglant contre Terkoz, Tarzan partit un matin en direction du village de Mbanga. Il se déplaçait négligemment sur un sentier sinueux de la jungle, au lieu de progresser à travers les arbres lorsqu'il se retrouva soudain face à un guerrier indigène. L'expression de surprise sur le visage du sauvage était presque comique, et avant que Tarzan ne puisse dégainer son arc, l'individu tourna les talons et s'enfuit sur le sentier en criant d'alarme comme pour avertir d'autres personnes devant lui. Tarzan monta dans les arbres pour le poursuivre, et en quelques instants aperçut les hommes qui s'efforçaient désespérément de fuir. Ils étaient 3, et couraient à toute vitesse en file indienne à travers la végétation dense. Tarzan les distança facilement, et ils ne remarquèrent pas son passage silencieux au-dessus de leur tête, ni la silhouette accroupie sur une branche basse devant eux, sous laquelle le sentier les conduisait. Tarzan laissa les 2 premiers passer sous lui, mais lorsque le 3e arriva rapidement, la corde silencieuse se referma autour de la gorge, un coup sec la rendit tendue. Un cri d'agonie échappa de la victime, et ses compagnons se retournèrent pour voir son corps lutter alors qu'il s'élevait comme par magie dans la végétation dense des arbres au-dessus d'eux. Avec des hurlements effrayés, ils se retournèrent une nouvelle fois et se précipitèrent dans leur fuite. Tarzan débarrassa son prisonnier rapidement et silencieusement, retira les armes et les ornements, et, oh, la plus grande joie de toutes, un joli pagne en peau de cerf qu'il transféra rapidement sur lui. Maintenant, il était vêtu comme un homme devait l'être. Personne ne pouvait désormais douter de sa haute origine. Comme il aurait aimé retourner à la tribu pour défiler devant leur regard envieux, arborant cette magnifique tenue. Prenant le corps sur son épaule, il se déplaça plus lentement à travers les arbres en direction du petit village clôturé, car il avait à nouveau besoin de flèches. En s'approchant assez près de l'enclos, il vit un groupe excité
entourant les deux fugitifs qui, tremblants de peur et d'épuisement, peinaient à raconter les détails étranges de leur aventure. Mirando, disait-il, qui avait été un peu en avant, était soudain venu vers eux en criant, disant qu'un terrible guerrier blanc et nu le poursuivait. Les trois avaient couru vers le village aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Encore une fois, le cri perçant de terreur mortelle de Mirando les avait poussés à se retourner. Et là, ils avaient vu la scène la plus horrible. Le corps de leur compagnon s'élevant vers les arbres, ses bras et ses jambes battaient l'air et sa langue sortant de sa bouche ouverte. Aucun bruit n'échappa à sa gorge et aucune créature n'était en vue autour de lui. Les villageois étaient pris d'une peur frénétique, presque proche de la panique. Mais le sage vieux Mbanga affecta de ressentir un grand scepticisme quant à cette histoire, et attribua toute cette invention à leur terreur face à un danger réel. « Vous nous racontez cette grande histoire, dit-il, parce que vous n'osez pas dire la vérité. Vous n'osez pas admettre qu'au moment où le lion s'est jeté sur Mirando, vous avez fui et l'avez laissé. Vous êtes des lâches. » À peine Mbanga eut-il cessé de parler qu'un grand bruit de branches brisées dans les arbres, au-dessus d'eux, fit lever les regards des indigènes dans une terreur renouvelée. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux fit même frissonner le sage vieux Mbanga, car là, tournoyant et se tordant dans l'air, venait le corps sans vie de Mirando, qui tomba avec une résonance nauséabonde sur le sol aux pieds des habitants. D'un commun accord, les indigènes prirent leurs jambes à leur cou, et ils ne s'arrêtèrent que lorsque le dernier d'entre eux fut perdu dans les ombres denses de la jungle environnante. Encore une fois, Tarzan descendit dans le village, renouvela son stock de flèches et mangea l'offrande de nourriture que les indigènes avaient faite pour apaiser sa colère. Avant de partir, il porta le corps de Mirando jusqu'à la porte du village et le posa contre la palissade de manière à ce que le visage mort semble observer l'angle du poteau de la porte, regardant le sentier qui menait à la jungle. Puis Tarzan retourna, chassant, toujours chassant, vers la cabane près de la plage. Il fallut une douzaine de tentatives de la part des indigènes complètement effrayés pour pouvoir réintégrer leur village. En passant devant l'horrible visage souriant de leurs camarades morts, et lorsqu'ils découvrirent que la nourriture et les flèches avaient disparu, ils comprirent ce qu'ils avaient toujours redouté, que Mirando avait vu l'esprit maléfique de la jungle. Cela leur parut désormais l'explication logique. Seuls ceux qui avaient vu ce terrible dieu de la jungle mouraient, car n'était-il pas vrai qu'aucun vivant dans le village n'avait jamais vu ce dieu? Par conséquent, ceux qui étaient morts de ses mains devaient l'avoir vu et en avoir payé le prix de leur vie. Tant qu'il lui fournirait les flèches et la nourriture, il ne leur ferait pas de mal, sauf s'ils le regardaient. Alors, Mbanga ordonna qu'en plus de l'offrande de nourriture, une offrande de flèches soit également déposée par ce Mumba Gowedepti, et cela fut fait à partir de ce moment-là. Si jamais vous passez par ce village africain lointain, vous verrez encore une petite hutte en chaume, construite juste à l'extérieur du village, un petit pot en fer contenant de la nourriture, et à côté, un carquois de flèches bien enduites. Lorsque Tarzan aperçut la plage où se trouvait sa cabane, un spectacle étrange et inhabituel s'offrit à lui. Sur les eaux tranquilles du port abrité flottait un grand navire, et sur la plage, une petite embarcation était échouée. Mais le plus merveilleux de tout, un certain nombre d'hommes blancs comme lui se déplaçaient entre la plage et sa cabane. Tarzan vit que de bien des manières, il ressemblait aux hommes de ses livres d'images. Il s'approcha furtivement à travers les arbres, jusqu'à être tout près au-dessus d'eux. Ils étaient 10, des hommes basanés, au teint bronzé, des types au regard vil. Ils s'étaient rassemblés près du bateau et discutaient à voix haute, d'un ton enragé, avec beaucoup de gestes et de secousses de poing. Soudain, l'un d'eux, un petit homme à la tête mesquine, à la barbe noire, avec un visage qui rappelait à Tarzan Mamba, le rat, posa sa main sur l'épaule d'un géant qui se tenait à côté de lui, et avec qui tous les autres s'étaient querellés.
Le petit homme pointa en direction de l'intérieur des terres, si bien que le géant fut contraint de se détourner des autres pour regarder dans la direction indiquée. À cet instant, le petit homme au visage mesquin dégaina un revolver de sa ceinture et tira dans le dos du géant. Le grand homme leva les bras au-dessus de sa tête, ses genoux fléchirent sous lui, et sans un cri, il tomba en avant sur la plage, mort. Le bruit de l'arme, le premier que Tarzan ait jamais entendu, le remplissait d'émerveillement. Mais même ce bruit inhabituel ne parvint pas à effrayer ses nerfs sains au point de provoquer un semblant de panique. C'était la conduite des étrangers blancs qui lui causait la plus grande inquiétude. Il fronça les sourcils, plongé dans une profonde réflexion. Il était bien, pensa-t-il, qu'il n'ait pas cédé à son premier instinct de courir vers ces hommes blancs et de les saluer comme des frères. Il n'était manifestement pas différent des hommes indigènes, pas plus civilisés que les singes, pas moins cruels que Sabor. Un instant, les autres restèrent là, à regarder le petit homme au visage mesquin et le géant mort sur la plage. Puis l'un d'eux éclata de rire et tapa le petit homme sur le dos. Il y eut encore beaucoup de paroles et de gestes, mais moins de querelles. Peu après, ils lancèrent le bateau et tous sautèrent dedans pour ramer vers le grand navire, où Tarzan pouvait voir d'autres silhouettes se déplacer sur le pont. Lorsqu'ils furent montés à bord, Tarzan sauta à terre derrière un grand arbre et se glissa vers sa cabane, en veillant à toujours garder la cabane entre lui et le navire. En entrant par la porte, il découvrit que tout avait été fouillé. Ses livres et ses crayons étaient éparpillés par terre. Ses armes, boucliers et autres petits trésors étaient éparpillés un peu partout. En voyant ce qui avait été fait, une grande vague de colère monta en lui, et la nouvelle cicatrice sur son front se détacha soudainement, une barre rouge vif contre sa peau fauve. Il se précipita rapidement vers le placard et chercha dans le recoin du bas de l'étagère. Ah! Il poussa un soupir de soulagement en sortant la petite boîte en métal et en l'ouvrant, trouva ses plus précieux trésors intacts. La photographie du jeune homme souriant au visage fort et le petit livre de puzzles noirs étaient en sécurité. Qu'était-ce? Son oreille aiguisée avait capté un bruit faible mais inhabituel. En courant vers la fenêtre, Tarzan regarda vers le port et là, il vit qu'un bateau était en train d'être descendu du grand navire à côté de celui déjà dans l'eau. Bientôt, il vit de nombreuses personnes grimper sur les côtés du navire plus grand et sauter dans les bateaux. Ils revenaient en force. Un instant de plus, Tarzan observa tandis que plusieurs caisses et ballots étaient descendus dans les bateaux qui les attendaient. Puis, lorsqu'ils s'éloignèrent du côté du navire, l'homme singe saisit un morceau de papier et avec un crayon, il écrivit pendant quelques instants jusqu'à ce que plusieurs lignes de caractères solides, bien faits et presque parfaits apparaissent. Cet avis, il le fixa à la porte avec un petit éclat de bois pointu. Puis, rassemblant sa précieuse boîte en métal, ses flèches et autant d'arcs et de lances qu'il pouvait porter, il se hâta de sortir par la porte et disparut dans la forêt. Lorsque les deux bateaux furent échoués sur le sable argenté, un étrange assortiment d'êtres humains grimpa à terre. Ils étaient une vingtaine en tout. 15 d'entre eux avaient l'apparence de marins durs et malfaisants. Les autres membres du groupe étaient d'une autre trempe. L'un d'eux était un homme âgé, aux cheveux blancs, et portant de grandes lunettes à monture épaisse. Ses épaules légèrement voûtées étaient couvertes d'un manteau mal ajusté mais impeccable, et un chapeau de soie brillant ajouté à l'incongruité de son habillement dans une jungle africaine. Le deuxième membre du groupe à débarquer était un jeune homme grand, vêtu de pantalons blancs, et juste derrière lui arrivait un autre homme âgé, au front très haut et à l'attitude nerveuse et excitable. Ensuite arriva une énorme femme indigène, vêtue de couleurs rappelant celles de Salomon. Ses grands yeux roulaient d'une terreur évidente, d'abord vers la jungle, puis vers le groupe de marins qui enfilaient les ballots et les caisses des bateaux. Le dernier membre du groupe à débarquer était une jeune fille d'environ 19 ans, et c'est le jeune homme qui se trouvait à la proue du bateau qui la souleva, la mettant hors de l'eau et sur le sable. Elle lui offrit un sourire courageux et joli en guise de remerciement, mais aucun mot ne fut échangé entre eux. En silence, le groupe s'avança vers la cabane.
Il était évident que, quelle que fût leur intention, tout avait été décidé avant leur départ du navire. Ils arrivèrent donc à la porte, les marins portant les caisses et les ballots, suivis des 5 autres membres, si différents. Les hommes déposèrent leurs fardeaux, et l'un d'eux aperçut l'avis que Tarzan avait posté. « Oh, les gars !» cria-t-il. « Qu'est-ce que c'est ici ? Ce panneau n'était pas là il y a 1 heure, où je mange le cuisinier. » Les autres se rassemblèrent autour, se penchant par-dessus les épaules de ceux devant eux, mais comme peu d'entre eux savaient lire, et seulement d'une manière laborieuse, l'un d'eux tourna finalement son regard vers le petit vieil homme portant le chapeau haut de forme et le manteau. « Hé, prof, viens lire le fichu panneau !» cria-t-il. Ainsi interpellé, le vieil homme se dirigea lentement vers les marins, suivi par les autres membres de son groupe. Ajustant ses lunettes, il regarda pendant un moment l'affiche, puis se détournant, s'éloigna en marmonnant pour lui-même. « C'est vraiment remarquable. Vraiment remarquable. »« Hé, vieux fossile !» cria l'homme qui l'avait interpellé. « Tu pensais qu'on voulait que tu lises le panneau pour toi tout seul ? Viens ici et lis-le à haute voix, espèce de barnacle. » Le vieil homme s'arrêta et revenant sur ses pas dit « Oh oui, mon cher monsieur, 1000 pardons. C'était vraiment impensé de ma part, oui, très impensé. C'est vraiment remarquable, vraiment remarquable. » Encore une fois, il se tourna vers l'avis et le lut entièrement. Et sans doute serait-il reparti pour réfléchir dessus si le marin ne l'avait pas attrapé brutalement par le col et hurlé dans son oreille. « Lis-le à haute voix, espèce de vieux idiot !» « Ah oui, en effet, oui, en effet, répondit doucement le professeur, et ajustant encore une fois ses lunettes, il lut à haute voix. C'est la maison de Tarzan, le tueur de bêtes et de nombreux hommes indigènes. Ne touchez pas aux choses qui appartiennent à Tarzan, Tarzan surveille, Tarzan des singes. Qui diable est Tarzan ? Cria le marin qui avait parlé auparavant. Il parle manifestement anglais, dit le jeune homme. Mais que veut dire Tarzan des singes ? S'écria la jeune fille. Je ne sais pas, mademoiselle Porter, répondit le jeune homme, à moins que nous n'ayons découvert un simien fugueur du zoo de Londres qui ait rapporté une éducation européenne dans sa maison de la jungle. Qu'en pensez-vous, professeur Porter ? Ajouta-t-il en se tournant vers le vieil homme. Le professeur Porter ajusta ses lunettes. Ah oui, en effet, oui, en effet, vraiment remarquable, dit le professeur. Mais je ne peux rien ajouter de plus à ce que j'ai déjà dit pour éclairer cet événement vraiment capital. Et le professeur tourna lentement en direction de la jungle. « Mais papa, s'écria la jeune fille, tu n'as encore rien dit à ce sujet. »« Chut, chut, ma chère, chut, chut, répondit le professeur Porter d'un ton aimable et indulgent. Ne te tracasse pas la tête avec de tels problèmes graves et abstraits. Et de nouveau, il s'éloigna lentement dans une autre direction, les yeux fixés sur le sol à ses pieds, les mains jointes derrière lui sous les longues traînes de son manteau. « Je suppose que l'ancien fou ne sait pas plus que nous de quoi il s'agit, » gronda le marin au visage de rat. « Tiens un langage civil, » cria le jeune homme, le visage pâlissant de colère, à cause du ton insultant du marin. « Tu as tué nos officiers et nous as volés. Nous sommes absolument à ta merci, mais tu traiteras le professeur Porter et mademoiselle Porter avec respect, ou je briserai ce vil cou de mes propres mains, avec ou sans armes. » Et le jeune homme s'approcha tellement du marin au visage de rat que ce dernier, bien qu'il portât 2 revolvers et un couteau à l'air malveillant à sa ceinture, se renfrogna, gêné. « Espèce de lâche !» cria le jeune homme. « Tu n'oserais jamais tirer sur un homme tant que son dos est tourné. Tu n'oses même pas me tirer dessus. » Et il tourna délibérément le dos au marin et s'éloigna nonchalamment comme pour le mettre à l'épreuve. La main du marin se glissa furtivement vers la crosse de l'un de ses revolvers. Ses yeux cruels brillaient de vengeance en fixant la silhouette qui s'éloignait du jeune Anglais. Le regard de ses camarades était sur lui, mais il hésita encore. En réalité, il était encore plus lâche que ne l'avait imaginé M. Clayton. 2 yeux perçants avaient observé chaque mouvement du groupe depuis le feuillage d'un arbre voisin. Tarzan
avait vu la surprise causée par son avis, et bien qu'il ne comprit rien de la langue parlée par ces étrangers, leurs gestes et expressions faciales lui en dirent beaucoup. L'acte du petit marin au visage de rat, tuant l'un de ses camarades, avait provoqué une forte antipathie chez Tarzan, et maintenant qu'il le voyait se disputer avec le jeune homme bien sous tout rapport, son animosité s'était encore accrue. Tarzan n'avait jamais vu les effets d'une arme à feu auparavant, bien que ses livres lui en aient appris quelque chose. Mais lorsqu'il vit le marin au visage de rat manipuler la crosse de son revolver, il pensa à la scène qu'il avait observée peu de temps auparavant et s'attendait, naturellement, à voir le jeune homme être tué, comme le grand marin plus tôt dans la journée. Ainsi, Tarzan prépara une flèche empoisonnée sur son arc et visa le marin au visage de rat. Mais le feuillage était si dense qu'il se rendit vite compte que la flèche serait déviée par les feuilles ou par une petite branche. Il lança donc une lourde lance depuis sa position élevée. Clayton n'avait fait qu'une douzaine de pas. Le marin au visage de rat avait à moitié tiré son revolver, les autres marins observaient intensément la scène. Le professeur Porter avait déjà disparu dans la jungle, suivi de son secrétaire et assistant, le nerveux Samuel Philander. Esmeralda, la femme indigène, était occupée à trier les bagages de sa maîtresse parmi les ballots et les caisses près de la cabane, et mademoiselle Porter s'était retournée pour suivre Clayton, lorsque quelque chose la fit se retourner à nouveau vers le marin. Et puis 3 choses se produisirent presque simultanément. Le marin dégaina son arme et la visa dans le dos de Clayton, mademoiselle Porter cria une mise en garde, et une longue lance ferrée jaillit comme un éclair d'en haut et traversa complètement l'épaule droite de l'homme au visage de rat. Le revolver explosa sans danger dans les airs, et le marin s'effondra en hurlant de douleur et de terreur. Clayton se retourna et se précipita vers la scène. Les marins se tenaient en groupe, effrayés, avec des armes dégainées, scrutant la jungle. L'homme blessé se tordait et hurlait sur le sol. Clayton, invisible pour tous, ramassa le revolver tombé et le glissa sous sa chemise. Puis il se joignit aux marins, les yeux fixés sur la jungle, perplexe. « Qui pourrait-il bien être » murmura Jane Porter. Et le jeune homme se tourna pour la voir, les yeux grands ouverts, curieuse et inquiète, juste à côté de lui. « Je suppose que Tarzan des singes nous surveille effectivement, » répondit-il d'un ton dubitatif. « Je me demande maintenant pour qui cette lance était-elle destinée. Si c'était bien pour Snipes, alors notre ami le singe est vraiment un ami. »« Bon sang, où sont ton père et monsieur Philander ? Il y a quelque chose ou quelqu'un dans cette jungle, et c'est armé, quoi que ce soit. « Hé, professeur, monsieur Philander !» cria le jeune Clayton. Il n'y eut aucune réponse. « Que faut-il faire, mademoiselle Porter ?» continua le jeune homme, son visage marqué par un froncement de sourcils inquiet et indécis. « Je ne peux pas vous laisser ici seul avec ces bandits, et vous ne pouvez certainement pas vous aventurer dans la jungle avec moi. Cependant, quelqu'un doit partir à la recherche de votre père. Il est bien capable de s'égarer sans but, sans se soucier du danger ou de la direction. Et M. Philander est à peine moins impraticable que lui. Vous m'excuserez de ma franchise, mais nos vies sont en jeu ici, et lorsque nous retrouverons votre père, il faudra lui faire comprendre les dangers auxquels il vous expose, vous comme lui, par sa tête en l'air. »« Je suis tout à fait d'accord avec vous, » répondit la jeune fille, « et je ne suis pas du tout offensé. Le pauvre vieux papa sacrifierait sa vie pour moi sans hésiter un instant, à condition qu'on puisse garder son esprit sur une chose aussi futile pendant plus d'une fraction de seconde. Il n'y a qu'une seule manière de le garder en sécurité, c'est de l'attacher à un arbre. Le pauvre cher est tellement impraticable. »« J'ai une idée, » s'exclama soudain Clayton. « Vous savez utiliser un revolver, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« J'en ai un. Avec cela, vous et Esmeralda serez relativement en sécurité dans cette cabane pendant que je partirai à la recherche de votre père et de monsieur Philander. Venez, appelez la femme et je me dépêcherai. Ils ne doivent pas être allés bien loin. » Jane fit comme il le lui suggéra, et quand elle ferma la porte en toute sécurité derrière elle, Clayton se tourna vers la jungle. Certains des marins retiraient la lance de leurs camarades blessés
et en approchant, Clayton demanda s'il pouvait emprunter un revolver à l'un d'eux pour chercher dans la jungle le professeur. Le marin au visage de rat, réalisant qu'il n'était pas mort, retrouva son calme, et avec une volée de jurons adressés à Clayton, refusa, au nom de ses camarades, de permettre au jeune homme de prendre une arme à feu. Cet homme, Snipes, avait pris le rôle de chef depuis qu'il avait tué leur ancien leader, et si peu de temps s'était écoulé que personne de ses compagnons n'avait encore remis en question son autorité. La seule réponse de Clayton fut un haussement d'épaules, mais en les quittant, il ramassa la lance qui avait transpercé Snipes, et ainsi, armé de manière primordiale, le fils du défunt Lord Greystock s'engouffra dans la jungle dense. Toutes les 15 minutes, il appelait à haute voix les noms des deux disparus. Ceux qui se trouvaient dans la cabane près de la plage entendaient sa voix s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin elle se perde dans le tumulte des bruits primordiaux de la forêt. Lorsque le professeur Porter et son assistant, Samuel Philander, après beaucoup d'insistance de ce dernier, avaient enfin pris la direction du camp, ils étaient aussi complètement perdus dans le labyrinthe sauvage et emmêlé de la jungle touffue que deux êtres humains pouvaient l'être, bien qu'ils ne le sachent pas. C'était par le plus grand des caprices du destin qu'ils se dirigeaient vers la côte ouest de l'Afrique, au lieu de se rendre à Zanzibar, de l'autre côté du continent obscur. Lorsqu'ils arrivèrent en peu de temps à la plage, pour découvrir qu'aucun camp n'était en vue, Philander était convaincu qu'ils se trouvaient au nord de leur destination, alors qu'en réalité, ils étaient à environ 200 mètres au sud. Il ne leur vint jamais à l'esprit à ces deux théoriciens d'appeler à haute voix dans l'espoir d'attirer l'attention de leurs amis. Au lieu de cela, avec toute l'assurance que la déduction à partir d'un raisonnement erroné confère, M. Samuel Philander saisit fermement le bras du professeur Porter et entraîna le vieux monsieur, qui protestait faiblement, dans la direction du Cap, à 1500 km au sud. Lorsque Jane et Esmeralda se retrouvèrent enfin derrière la porte de la cabane, la première pensée de la femme indigène fut de barricader l'entrée de l'intérieur. Avec cette idée en tête, elle se tourna pour chercher un moyen de la réaliser. Mais sa première vue de l'intérieur de la cabane lui arracha un cri de terreur, et telle une enfant effrayée, la grande femme se précipita pour enfuir son visage sur l'épaule de sa maîtresse. Jane, se retournant au cri, aperçut la cause de celui-ci étendu sur le sol devant elle, le squelette blanchi d'un homme. Un coup d'œil révéla un deuxième squelette sur le lit. « Dans quel horrible endroit sommes-nous » murmura la jeune fille émerveillée. Mais il n'y avait pas de panique dans sa frayeur. Finalement, se détachant de l'étreinte frénétique de Esmeralda qui continuait de crier, Jane traversa la pièce pour regarder dans le petit berceau, sachant ce qu'elle allait y voir avant même que le petit squelette ne se révèle dans toute sa fragilité pitoyable et pathétique. Quelle tragédie affreuse! La jeune fille frissonna en pensant aux éventualités qui pourraient se présenter à elle et à ses amis dans cette cabane maudite, repère d'êtres mystérieux et peut-être hostiles. Rapidement, d'un coup de pied impatient, elle s'efforça de chasser ses sombres pressentiments et se tournant vers Esmeralda, lui ordonna de cesser de geindre. « Arrête, Esmeralda, arrête tout de suite !» cria-t-elle. « Tu ne fais qu'aggraver les choses. » Elle se tut. Un léger tremblement dans sa voix, en pensant aux 3 hommes sur lesquels elle comptait pour sa protection. Bientôt, la jeune fille découvrit que la porte était équipée d'une barre en bois lourde à l'intérieur, et après plusieurs tentatives, la force combinée des deux leur permit de la mettre en place, pour la première fois en 20 ans. Ensuite, elles s'assirent sur un banc, les bras l'une autour de l'autre, et attendirent. Chapitre 14. À la merci de la jungle. Après que Clayton se fut enfoncé dans la jungle, les marins, mutins de Larrow, se mirent à discuter de leur prochaine action. Mais sur un point, ils étaient tous d'accord. Ils devaient se hâter de regagner Larrow, ancré au large, où ils seraient au moins en sécurité contre les lances de leur ennemi invisible. Ainsi, tandis que Jane Porter et Esmeralda se barricadaient dans la cabane, l'équipage lâche et sanguinaire rama rapidement vers leur navire dans les 2 embarcations qui les avaient amenés à terre. Tarzan avait vu tant de choses ce jour-là que sa tête en était étourdie de stupeur.
Mais la plus merveilleuse de toutes, pour lui, était le visage de la belle jeune blanche. Enfin, il en voyait une de son espèce. Il en était certain. Et le jeune homme, ainsi que les deux vieillards, lui semblaient correspondre à l'image qu'il s'était faite de son propre peuple. Mais sans doute était-il aussi féroce et cruel que les autres hommes qu'ils avaient vus. Le fait que seul, parmi tout le groupe, était désarmé, pouvait expliquer qu'il n'ait tué personne. Peut-être se montrerait-il très différent s'il disposait d'armes. Tarzan avait vu le jeune homme ramasser le revolver tombé des mains du blessé, Snipes, et le cacher dans sa poitrine. Il l'avait aussi vu le glisser discrètement à la jeune fille lorsqu'elle passait la porte de la cabine. Il ne comprenait rien au motif derrière tout ce qu'il avait observé, mais d'une manière instinctive, il aimait le jeune homme et les deux vieillards. Et pour la jeune fille, il ressentait un étrange attrait qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Quant à la grande femme indigène, elle était manifestement liée d'une manière ou d'une autre à la jeune fille, et donc il l'aimait également. Pour les marins, et particulièrement Snipes, il avait développé une grande haine. Il savait, à leurs gestes menaçants et aux expressions malveillantes de leur visage, qu'ils étaient les ennemis des autres membres du groupe, et il décida donc de les surveiller attentivement. Tarzan se demanda pourquoi ces hommes s'étaient enfoncés dans la jungle, et il ne lui vint même pas à l'esprit que quelqu'un puisse s'y perdre, dans ce dédale de broussailles qui, pour lui, était aussi simple que la rue principale de votre propre ville l'est pour vous. Lorsqu'il vit les marins s'éloigner à la rame vers le navire, et qu'il sut que la jeune fille et sa compagne étaient en sécurité dans sa cabine, Tarzan décida de suivre le jeune homme dans la jungle pour découvrir sa mission. Il se lança rapidement dans la direction prise par Clayton, et peu de temps après, perçut faiblement au loin les appels désormais sporadiques de l'anglais à ses compagnons. Bientôt, Tarzan aperçut l'homme blanc, qui, presque épuisé, s'appuyait contre un arbre, en s'essuyant la sueur du front. L'homme singe, dissimulé derrière un écran de feuillage, observait attentivement ce nouveau spécimen de sa propre race. Par intervalles, Clayton appelait à haute voix, et Tarzan finit par comprendre qu'il cherchait les vieillards. Il s'apprêtait à partir à leur recherche lui-même lorsqu'il aperçut le reflet jaune d'une police se mouvant prudemment dans la jungle en direction de Clayton. C'était Cheetah, le léopard. À présent, Tarzan entendit le doux bruissement des herbes ployées et se demanda pourquoi le jeune homme blanc n'était pas alerté. Aurait-il pu ne pas percevoir cet avertissement sonore ? Jamais auparavant Tarzan n'avait connu Cheetah aussi maladroit. Non, l'homme blanc n'entendait rien. Cheetah s'accroupissait, prêt à bondir, lorsque, perçant le silence de la jungle, un cri strident et terrible s'éleva. L'horrible hurlement du grand singe en défit. Cheetah se détournait aussitôt, disparaissant dans un fracas de branchages brisés. Clayton se redressa d'un bond, glacé d'effroi. Jamais de sa vie, un son aussi terrifiant n'avait frappé ses oreilles. Ce n'était pas un lâche. Mais si jamais un homme avait senti les doigts glacés de la peur se refermer sur son cœur, William Cecil Clayton, fils aîné de Lord Greystock d'Angleterre, l'avait ressenti ce jour-là, dans l'impénétrable jungle africaine. Le vacarme d'un grand corps s'écrasant à travers les broussailles tout près de lui, ajouté à ce cri effroyable venu d'en haut, mit à rude épreuve le courage de Clayton. Mais il ne pouvait savoir qu'il devait la vie à cette voix même, ni que la créature qui l'avait poussé n'était autre que son propre cousin, le véritable Lord Greystock. L'après-midi touchait à sa fin, et Clayton, découragé et abattu, ne savait quelle décision prendre. Devait-il poursuivre ses recherches pour retrouver le professeur Porter, au risque presque certain de périr dans la jungle à la tombée de la nuit, ou bien devait-il retourner à la cabine, où il pourrait au moins protéger Jane contre les périls qui l'assaillaient de toutes parts. Il ne voulait pas revenir au camp sans le père de Jane, mais plus encore, il redoutait l'idée de la laisser seule et sans défense, entre les mains des mutins de Larrow, ou face aux innombrables dangers inconnus de la jungle. Peut-être
se dit-il aussi, le professeur et Philander avaient-ils déjà regagné le camp? Oui, c'est plus que probable. Au moins devait-il y retourner pour s'en assurer avant de poursuivre ce qui lui semblait être une quête vouée à l'échec. Il se remit donc en route, trébuchant à travers l'épaisse végétation en direction de ce qu'il pensait être la cabane. À la grande surprise de Tarzan, le jeune homme s'enfonçait plus profondément dans la jungle, se dirigeant vers le village de Mbanga. Le jeune homme singe, perspicace, en conclut qu'il s'était égaré. Pour Tarzan, cela était à peine concevable. Son instinct lui disait qu'aucun homme ne s'aventurerait de son plein gré vers le village des cruels indigènes, armé seulement d'une lance qu'il maniait de manière maladroite. Preuve évidente qu'il ne s'agissait pas d'une arme familière pour lui. De plus, il ne suivait pas la piste des vieillards. Il l'avait traversée et quittée depuis longtemps, bien qu'elle fût restée fraîche et distincte aux yeux aiguisés de Tarzan. Tarzan était perplexe. La jungle féroce ferait rapidement de cet étranger sans défense une proie facile s'il n'était pas guidé sans tarder vers la plage. Oui, voilà Numa, le lion, qui déjà traquait l'homme blanc, à une douzaine de pas sur la droite. Clayton perçut la masse imposante qui progressait parallèlement à sa course. Puis, un rugissement tonitruant s'éleva dans l'air du soir. L'homme s'arrêta net, levant sa lance, et fit face aux broussailles d'où émanait ce bruit effroyable. Les ombres s'allongeaient, la nuit tombait. Mon Dieu, mourir ici, seul, sous les crocs des bêtes sauvages, être déchiqueté, mis en pièces, sentir le souffle brûlant de la créature sur son visage, tandis que sa grande patte s'abattrait sur sa poitrine? Un instant, tout demeura silencieux. Clayton restait immobile, sa lance levée. Puis, un léger bruissement des buissons l'avertit de l'approche furtive de la bête tapie derrière lui. Elle se préparait à bondir. Enfin, il l'aperçut, à moins de 6 mètres, le long corps souple et musclé, la tête fauve d'un immense lion à la crinière noire. L'animal rampait sur le ventre, avançant très lentement. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Clayton, il s'arrêta, rassemblant délibérément et prudemment ses pattes arrière sous lui. Dans une angoisse indescriptible, l'homme observait, craignant de lancer sa lance, incapable de fuir. Il entendit un bruit dans l'arbre au-dessus de lui. Un nouveau danger, pensa-t-il, mais il n'osa pas détourner ses yeux des orbes jaune-vert qui le fixaient. Un son sec retentit, semblable à la rupture d'une corde de banjo, et au même instant, une flèche apparut dans la peau jaune du lion accroupi. Dans un rugissement de douleur et de rage, la bête bondit, mais, d'une manière ou d'une autre, Clayton parvint à trébucher sur le côté, et lorsqu'il se retourna pour faire face au roi des animaux, il fut épouvanté par le spectacle qui s'offrait à lui. Presque au même instant où le lion s'apprêtait à renouveler son attaque, un géant, à demi nu, s'abattit depuis l'arbre au-dessus de lui, atterrissant directement sur le dos de la bête. Avec une rapidité fulgurante, un bras aux muscles d'acier s'enroula autour de l'énorme cou, et la grande bête fut soulevée en arrière, rugissante, les pattes battant l'air, soulevée aussi aisément que Clayton aurait porté un chien de compagnie. La scène qui se déroulait sous ses yeux, dans les profondeurs crépusculaires de la jungle africaine, s'imprima à jamais dans l'esprit de l'Anglais. L'homme, devant lui, incarnait la perfection physique et la force d'un géant. Pourtant, ce n'était pas sur celle-ci qu'il comptait pour livrer bataille au grand fauve, car, aussi puissants que fussent ses muscles, ils n'étaient rien en comparaison de ceux de Numa. Il devait sa suprématie à son agilité, à son intelligence et à son long couteau acéré. Son bras droit encerclait le cou du lion, tandis que sa main gauche enfonçait encore et encore la lame dans le flanc non protégé, juste derrière l'épaule gauche. La bête, furieuse, tirée en arrière et maintenue debout sur ses pattes postérieures, luttait vainement dans cette position contre nature. Si le combat avait duré ne serait-ce que quelques secondes de plus, l'issue aurait pu être différente, mais tout s'était déroulé si rapidement que le lion n'eut guère le temps de se remettre du choc de la surprise avant de s'effondrer, sans vie, sur le sol. Alors la silhouette étrange qui venait de le vaincre se redressa sur la carcasse,
et rejetant sa tête sauvage et magnifique en arrière, poussa le cri effroyable qui, quelques instants plus tôt, avait tant bouleversé Clayton. Devant lui se tenait un jeune homme, nu à l'exception d'un pagne et de quelques ornements barbares aux bras et aux jambes. Sur sa poitrine, un médaillon incrusté de diamants scintillait contre une peau lisse et brune. Le couteau de chasse avait retrouvé son modeste fourreau, et l'homme ramassait son arc et son carquois, qu'il avait jeté à terre en bondissant sur le lion. Clayton s'adressa à l'inconnu en anglais, le remerciant de son courageux sauvetage, et louant sa force prodigieuse et son adresse extraordinaire. Mais la seule réponse fut un regard fixe et un léger haussement des puissantes épaules, qui pouvait aussi bien signifier un mépris pour le service rendu qu'une totale ignorance de la langue de Clayton. Lorsque l'arc et le carquois furent attachés dans son dos, l'homme sauvage, car c'est ainsi que Clayton le considérait désormais, dégaina de nouveau son couteau et découpa habilement une douzaine de larges morceaux de viande sur la carcasse du lion. Puis, s'accroupissant, il se mit à manger, après avoir invité Clayton à l'imiter d'un simple geste. Les solides dents blanches s'enfonçaient dans la chair crue et sanguinolente avec un plaisir évident. Mais Clayton ne put se résoudre à partager ce repas non cuit avec son étrange hôte. Il se contenta de l'observer, et, peu à peu, une idée germa en lui, celle que cet homme pouvait être Tarzan des singes, dont il avait vu la vie affichée sur la porte de la cabane ce matin-là. Si c'était le cas, il devait parler anglais. Clayton tenta de nouveau de lui adresser la parole, mais cette fois, les réponses, bien que vocales, étaient dans une langue étrange, mélange de cris de singes et de grondements de bêtes sauvages. Non, cela ne pouvait être Tarzan des singes, car il était manifeste qu'il ne comprenait pas un mot d'anglais. Lorsque Tarzan eut achevé son repas, il se leva, et, indiquant une direction bien différente de celle que suivait Clayton, s'éloigna à travers la jungle vers le point qu'il venait de désigner. Clayton, déconcerté et hésitant, craignit de le suivre, persuadé qu'il ne ferait que s'enfoncer davantage dans le labyrinthe de la forêt. Mais l'homme singe, voyant qu'il ne se décidait pas, revint sur ses pas, le saisit par le vêtement et le tira en avant jusqu'à ce qu'il comprenne enfin ce qu'on attendait de lui. Puis, il le laissa le suivre de son plein gré. L'Anglais, concluant finalement qu'il était prisonnier, ne vit d'autre choix que d'accompagner son ravisseur. Ainsi, ils avancèrent lentement à travers la jungle, tandis que le manteau d'ébène de la nuit, impénétrable, tombait autour d'eux, et que les pas feutrés de pattes coussinées se mêlaient au craquement des brindilles et aux cris sauvages de la faune inquiétante qui semblait se refermer sur Clayton. Soudain, il entendit le faible bruit d'une détonation, un seul coup de feu, puis le silence. Dans la cabane, près de la plage, deux femmes terrorisées s'agrippaient l'une à l'autre, blotties sur un banc bas dans l'obscurité croissante. La femme indigène sanglotait hystériquement, pleurant le jour maudit où elle avait quitté son cher Marineland, tandis que la jeune femme blanche, les yeux secs et le visage impassible, était déchirée par une peur sourde et de sombres pressentiments. Ce n'était pas tant pour elle qu'elle tremblait, mais pour les trois hommes qu'elle savait errant dans les profondeurs abyssales de cette jungle sauvage. D'où s'élevaient à présent, presque sans interruption, les hurlements, rugissements, aboiements et grondements de ces effrayants habitants traquant leur proie. Et voilà qu'un bruit se fit entendre, le frôlement d'un corps massif contre le mur de la cabane. Elle perçut distinctement le pas feutré de lourdes pattes sur le sol à l'extérieur. Un instant, tout fut silence. Même le vacarme de la forêt se réduisit à un faible murmure. Puis, juste derrière la mince paroi, elle entendit la bête flairer la porte. Instinctivement, la jeune fille frissonna et se blottit davantage contre la femme indigène. « Chut !» murmura-t-elle. « Chut, Esmeralda !» Car les gémissements et sanglots de la femme semblaient avoir attiré l'attention de la créature qui rôdait là, à quelques pas d'elle.
Un léger bruit de griffes sur le bois se fit entendre. La bête essayait d'entrer. Puis, subitement, le bruit cessa, et elle perçut à nouveau le pas furtif des pattes qui contournaient la cabane. De nouveau, elles s'arrêtèrent, cette fois sous la fenêtre, vers laquelle les yeux terrifiés de la jeune fille se figèrent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Car là, encadrée par le carré de la fenêtre grillagée, se détachait la silhouette d'une énorme lionne, ses yeux brillants fixés sur elle avec une férocité implacable. « Regarde, Esmeralda, chuchota-t-elle. Pour l'amour de Dieu, que devons-nous faire ? Regarde, vite, la fenêtre !» Esmeralda, se recroquevillant encore plus près de sa maîtresse, jeta un regard terrifié vers le petit carré de lumière lunaire. Juste au moment où la lionne laissait échapper un grondement bas et sauvage. Le spectacle fut trop pour ses nerfs déjà à vif. « Ô Seigneur !» hurla-t-elle, avant de s'effondrer sur le sol, inerte et sans connaissance. Durant ce qui lui parut une éternité, la grande bête resta là, les pattes avant posées sur le rebord de la fenêtre, fixant l'intérieur de la pièce de son regard perçant. Puis, elle tenta la résistance des barreaux de la grille avec ses puissantes griffes. La jeune fille avait cessé de respirer, retenant son souffle dans une terreur muette. Mais, à son immense soulagement, la tête disparut, et elle entendit des pas lourds de la lionne s'éloigner de la fenêtre. Cependant, le répit fut de courte durée. Déjà, les griffes grattaient de nouveau la porte, cette fois avec plus d'acharnement, jusqu'à ce que la bête, en proie à une frénésie croissante, lacère le bois épais dans un élan de rage désespéré pour atteindre ses proies sans défense. Si Jane avait su combien cette porte, construite pièce par pièce, était robuste, elle aurait eu moins peur de voir la lionne réussir à l'enfoncer. John Clayton, en façonnant ce portail rudimentaire mais puissant, n'aurait jamais imaginé qu'un jour, 20 ans plus tard, il protégerait une jeune Américaine, alors encore à naître, des crocs et des griffes d'une mangeuse d'hommes. Pendant près de 20 minutes, la bête, tantôt reniflant, tantôt grattant, avec une rage impuissante, poussa de sauvages cris de frustration. Finalement, elle abandonna, et Jane l'entendit revenir sous la fenêtre. Elle retint son souffle. Un instant, tout fut immobile. Puis, dans un élan soudain, la lionne lança tout son poids contre la grille usée par le temps. Jane entendit les montants de bois gémir sous l'impact. Mais ils tinrent bon, et le corps massif retomba lourdement au sol. Encore et encore, la lionne répéta ses assauts, jusqu'à ce que la prisonnière, horrifiée, vit finalement une partie du treillis céder. En un instant, une énorme patte et la bête de l'animal s'engouffrèrent dans la pièce. Lentement, l'épaisse nuque et les puissantes épaules forcèrent les barreaux à s'écarter, permettant au corps souple de s'insinuer toujours plus loin. Comme en transe, la jeune femme se redressa, une main plaquée sur sa poitrine, les yeux écarquillés d'effroi devant le visage grandant de la bête, à peine à 3 mètres d'elle. À ses pieds gisait le corps inanimé d'Esmeralda. Si seulement elle pouvait la réveiller, leur effort conjugué suffirait peut-être à repousser l'intruse féroce et sanguinaire. Jane se baissa et saisit l'épaule de la femme indigène, la secouant avec force. « Esmeralda! Esmeralda !» cria-t-elle. « Aide-moi, ou nous sommes perdus !» Esmeralda ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut l'énorme gueule de la lionne, ses crocs dégoulinant de bave. Poussant un hurlement épouvanté, la jeune femme se redressa sur ses mains et ses genoux, et dans cette posture, détala à travers la pièce en criant « Ô Seigneur! Ô Seigneur !» Esmeralda pesait bien 130 kilos, et son empressement ajouté à sa corpulence donna lieu à un spectacle des plus étonnants lorsqu'elle choisit de fuir à 4 pattes. Un instant, la lionne resta figée, les yeux rivés sur la silhouette d'Esmeralda qui filait à toute allure vers le buffet, dans lequel elle tenta d'engouffrer son imposante masse. Mais les étagères, espacées d'à peine 20 centimètres, ne laissèrent passer que sa tête. Là, poussant un ultime cri qui éclipsa les bruits de la jungle, elle s'évanouit une fois de plus.
À peine Esmeralda avait-elle sombré que la lionne reprit ses efforts pour se faufiler à travers la barrière affaiblie. La jeune fille, pâle et tremblante, plaquée contre le mur opposé, scrutait avec une terreur croissante la moindre échappatoire. Soudain, sa main pressée contre sa poitrine rencontra la forme dure du revolver que Clayton lui avait confié plus tôt dans la journée. D'un geste vif, elle le sortit de sa cachette et, le pointant droit sur le visage de la lionne, appuya sur la détente. Une gerbe de flammes, un bruit assourdissant et un rugissement de douleur et de fureur déchirèrent l'air. Jane vit la grande silhouette disparaître de la fenêtre, puis, à son tour, elle s'effondra, l'arme glissant de ses doigts. Mais Sabor n'était pas morte. La balle n'avait fait que blesser son épaule massive. C'était la surprise du flash aveuglant et du fracas tonitruant qui l'avait fait reculer précipitamment. L'instant suivant, elle était de retour au treillis, redoublant de rage, griffant l'ouverture avec fureur. Mais la douleur de sa blessure affaiblissait son assaut. Sa patte meurtrie, presque inutilisable. Elle voyait ses proies, les deux femmes, gisant sans connaissance sur le sol. Plus aucune résistance à vaincre. Son repas l'attendait. Il ne lui restait plus qu'à se glisser à travers le treillis pour s'en emparer. Pouce après pouce, elle força son immense carcasse dans l'ouverture. Sa tête passa, puis une énorme patte avant, suivie de son épaule. Avec précaution, elle replia son membre blessé pour le faire glisser doucement au-delà des barreaux serrés. Encore un effort, et une fois les deux épaules dégagées, le reste de son long corps sinueux et ses hanches étroites suivraient rapidement. C'est à ce moment précis que Jane Porter ouvrit de nouveau les yeux. Chapitre 15. Le dieu de la forêt. Lorsque Clayton entendit la détonation de l'arme à feu, une angoisse terrible s'empara de lui. Il savait que l'un des marins pouvait en être l'auteur, mais le fait d'avoir laissé son revolver à Jane, ajouté à l'état d'épuisement nerveux dans lequel il se trouvait, le convainquit aussitôt qu'elle était en grand danger. Peut-être, en cet instant même, tentait-elle de se défendre contre un homme sauvage ou une bête féroce. Quant aux pensées de son étrange ravisseur ou guide, Clayton ne pouvait que les deviner vaguement, mais il ne faisait aucun doute qu'il avait entendu le coup de feu et en avait été affecté d'une manière ou d'une autre, car il accéléra soudainement l'allure. L'Anglais, trébuchant aveuglément à sa suite, s'effondra une dizaine de fois en quelques minutes, incapable de suivre le rythme et fut bientôt irrémédiablement distancé. Craignant d'être une fois de plus perdu sans espoir, il appela à haute voix l'homme sauvage qui le précédait. Aussitôt, il vit avec soulagement ce dernier se laisser tomber légèrement à ses côtés depuis les branches au-dessus de lui. Un instant, Tarzan scruta le jeune homme, semblant hésiter sur la conduite à adopter. Puis, se baissant devant Clayton, il lui fit signe de s'accrocher à son cou. D'un bond, Tarzan reprit sa course, portant sur son dos l'homme blanc, et s'élança dans les arbres. Les minutes qui suivirent restèrent à jamais gravées dans la mémoire du jeune Anglais. Il était emporté à une vitesse vertigineuse à travers des branches ployantes et vacillantes, tandis que Tarzan, contrarié par la lenteur de sa progression, redoublait d'efforts. D'une branche gigantesque, l'agile créature se balançait à travers un arc vertigineux vers un arbre voisin, puis, sur une centaine de mètres, ses pieds sûrs parcouraient un labyrinthe de branches entrelacées, avançant avec l'équilibre parfait d'un funambule à une hauteur effrayante au-dessus du vide végétal. D'abord saisi par une peur glaciale, Clayton fut bientôt gagné par une profonde admiration, mêlée d'envie devant ces muscles prodigieux et cette connaissance innée, ce sixième sens qui permettait à ce dieu de la forêt de naviguer à travers les ténèbres impénétrables aussi aisément et sûrement que lui-même aurait déambulé sur une avenue londonienne en plein midi. Par moments, ils atteignaient une clairière où le feuillage se clairsemait, laissant filtrer les rayons lunaires. Clayton retenait alors son souffle.
découvrant avec stupeur la route vertigineuse qu'ils empruntaient. Dans ces instants, la vue des abysses sous eux lui serrait le cœur d'effroi, car Tarzan prenait toujours le chemin le plus aisé, qui, bien souvent, se trouvait à plus de 30 mètres au-dessus du sol. Et pourtant, malgré l'apparente témérité de sa course, Tarzan avançait en réalité avec prudence, sondant constamment la solidité des branches capables de supporter leur double poids. Bientôt, ils atteignirent la clairière proche de la plage. Les oreilles affûtées de Tarzan avaient perçu les bruits étranges des assauts de sabords contre la frêle barrière du pavillon. Clayton eut l'impression qu'il chutait d'une hauteur vertigineuse tant la descente fut rapide. Mais lorsqu'ils touchèrent terre, ce fut avec à peine un frémissement. Aussitôt, l'Anglais relâcha son étreinte et vit l'homme-singe bondir avec la rapidité d'un écureuil vers l'autre côté de la cabane. Clayton s'élança à sa suite, juste à temps pour apercevoir l'arrière-train d'un immense fauve sur le point de disparaître par la fenêtre. Au même moment, Jane Porter ouvrait les yeux, prenant conscience du danger mortel qui la menaçait à nouveau. Son cœur, si courageux, abandonna alors tout dernier espoir. À tâtons, elle chercha l'arme tombée à terre, résolue à s'accorder une mort miséricordieuse avant que les crocs impitoyables ne déchirent sa chair délicate. La lionne était presque entièrement passée par l'ouverture lorsque Jane trouva enfin l'arme. Rapidement, elle la leva contre sa tempe pour échapper à jamais aux hideuses mâchoires avides de chair. Un instant, elle hésita, murmurant une prière silencieuse à son Créateur. C'est alors que son regard tomba sur la pauvre Esmeralda, toujours inerte mais vivante, gisant près du buffet. Comment pouvait-elle l'abandonner à ces impitoyables crocs jaunes? Non. Avant de retourner le canon froid contre elle-même, elle devait utiliser une cartouche pour épargner à la brave femme une mort atroce. Jane frissonna à cette pensée, mais ce serait une cruauté 1000 fois plus inexcusable de laisser la fidèle nourrice qui l'avait élevée avec tout l'amour et le soin d'une mère reprendre connaissance sous les griffes lacérantes de la bête. Brusquement, elle se redressa et courut jusqu'à la femme indigène. Elle pressa le canon du revolver contre ce cœur dévoué, ferma les yeux, et un hurlement effroyable retentit. La jeune fille sursauta, tira par réflexe, puis se retourna vers la bête, levant dans le même mouvement l'arme contre sa propre tempe. Mais elle n'eut pas besoin de tirer une seconde fois. À sa stupéfaction, elle vit la gigantesque créature être lentement tirée en arrière à travers la fenêtre. Et, dans le clair de lune, elle aperçut 2 silhouettes masculines. Au moment où Clayton arriva à l'angle de la cabane et vit la lionne disparaître à l'intérieur, il aperçut aussi l'homme-singe qui, saisissant la longue queue de la bête à 2 mains, plaçait fermement ses pieds contre le mur de la cabane et déployait toute sa force colossale pour l'en extirper. Clayton se précipita pour l'aider, mais l'homme-singe lui cria des ordres d'un ton autoritaire et impérieux, des ordres que Clayton, bien qu'incapable de les comprendre, savait devoir suivre. À force d'efforts combinés, ils parvinrent à extraire peu à peu le corps massif de la lionne hors de la fenêtre. C'est alors que Clayton commença à mesurer l'incroyable audace de son compagnon. Qu'un homme nu tire une lionne hurlante et griffante par la queue pour sauver une jeune fille inconnue, voilà qui représentait le comble du courage. Pour Clayton, la situation était tout autre. Jane Porter n'était pas seulement de sa race et de son monde, elle était la seule femme qu'il aimait au monde. Il savait bien que la lionne les tuerait tous deux sans difficulté, mais il tirait avec une détermination farouche uniquement pour l'éloigner de Jane. Puis, il se souvint du combat titanesque entre cet homme et le lion noir à la crinière épaisse qu'il avait vu peu de temps auparavant, et une lueur d'espoir naquit en lui. Tarzan continuait à crier des ordres incompréhensibles. Il tentait d'expliquer à cet homme blanc, borné,
qu'il devait plonger ses flèches empoisonnées dans le dos et les flancs de Sabor, et atteindre son cœur sauvage avec le long couteau de chasse qu'il portait à la hanche. Mais Clayton ne comprenait rien, et Tarzan n'osait pas relâcher sa prise pour agir lui-même, sachant que l'homme pâle ne pourrait jamais, pas même un instant, retenir la redoutable Sabor seul. Lentement, la lionne sortait de la fenêtre. Ses épaules étaient enfin dégagées. Puis Clayton vit une chose incroyable. Tarzan, cherchant désespérément un moyen d'affronter seul la bête engagée, se remémora soudain son combat avec Terkoz. Et au moment où les larges épaules de Sabor furent entièrement sorties de la fenêtre, ne tenant plus que par ses pattes avant sur le rebord, Tarzan relâcha soudainement sa prise. D'une rapidité foudroyante, il se jeta sur le dos de la lionne, ses bras puissants s'enroulant autour d'elle dans une prise implacable. Le même mouvement qu'il avait appris ce jour-là lors de sa lutte à mort contre Terkoz. Dans un rugissement de rage, la lionne se renversa entièrement sur le dos, s'écrasant de tout son poids sur son assaillant. Mais le colosse, à la chevelure d'ébène, ne fit que resserrer son étreinte. Griffant et labourant le sol et l'air de ses pattes puissantes, Sabor se tordit, se jeta violemment d'un côté puis de l'autre, tentant désespérément de se débarrasser de cet étrange adversaire, mais plus elle luttait, plus les bras d'acier de l'homme singe se refermaient, forçant sa tête à s'incliner toujours plus bas sur son poitrail doré. Les avant-bras de Tarzan remontaient lentement le long de la nuque de Sabor, se serrant inexorablement autour d'elle. L'animal faiblissait, ses soubresauts se faisaient moins vigoureux, ses efforts de plus en plus vains. Clayton vit alors les muscles immenses des épaules et des biceps du jeune homme se tendre comme des cordes sous la lumière argentée de la lune. Tarzan força d'un ultime effort, et soudain, un craquement sec retentit. Les vertèbres du cou de Sabor venaient de se briser. D'un bond, Tarzan se remit debout. Pour la seconde fois de la journée, Clayton entendit le cri triomphal du grand singe résonner dans la nuit. Puis un autre cri déchira le silence. « Cécile, monsieur Clayton, oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il » Se précipitant vers la porte de la cabane, Clayton appela Jane et lui assura que tout danger était écarté. Il lui ordonna d'ouvrir la porte, ce qu'elle fit en toute hâte avant de l'attirer précipitamment à l'intérieur. « Quel était ce bruit effroyable » demanda-t-elle d'une voix tremblante, se blottissant contre lui. « C'était le cri de la victoire, celui de l'homme qui vient de vous sauver la vie, mademoiselle Porter. Attendez, je vais le chercher pour que vous puissiez le remercier. » La jeune femme, encore secouée par l'émotion, refusa de rester seule. Ensemble, ils contournèrent la cabane jusqu'au corps sans vie de la lionne. Mais Tarzan des singes avait disparu. Clayton l'appela plusieurs fois. Aucune réponse. Ils rebroussèrent alors chemin et regagnèrent la sécurité de la cabane. « Quel cri effrayant !» s'exclama Jane. « L'idée même me fait frémir. Ne me dites pas qu'une gorge humaine a pu produire un son aussi sauvage et terrifiant. » « Et pourtant, Miss Porter, répondit Clayton, c'est bien le cas. Ou, si ce n'était pas une gorge humaine, alors c'était celle d'un dieu de la jungle. Alors il lui raconta tout, ses rencontres avec cet étrange être, la manière dont, à 2 reprises, il lui avait sauvé la vie, sa force prodigieuse, son agilité inouïe, son courage indomptable. Il lui parla de sa peau brune, de son visage noble et fascinant. « Je ne comprends rien à ce mystère, conclut-il. Au début, j'ai cru qu'il était Tarzan des singes, mais il ne parle ni ne comprend l'anglais. Alors cette hypothèse ne tient pas. »« Quoi qu'il en soit, s'écria Jane, nous lui devons nos vies. Que Dieu le bénisse et le protège dans sa jungle sauvage et impitoyable. »« Amen, » murmura Clayton avec ferveur. Un gémissement les fit se retourner. « Grand Dieu tout-puissant, suis-je morte ?»
Esmeralda venait de se redresser sur le sol, les yeux grands ouverts, roulant de tous côtés, comme si elle n'en croyait pas ses propres sens. Et c'est alors que, pour Jane Porter, la tension se relâcha. Secouée par un mélange incontrôlable de soulagement et d'émotion, elle s'effondra sur un banc, éclatant en sanglots nerveux, entrecoupés de rires hystériques. Chapitre 16. Des plus remarquables. Plusieurs kilomètres au sud de la cabane, sur une étendue de plage sablonneuse, se tenaient deux vieux hommes en pleine dispute. Devant eux s'étendait l'immense Atlantique. Leur dos était tourné vers le continent noir. Tout autour d'eux, l'obscurité impénétrable de la jungle les enveloppait. Des bêtes sauvages rugissaient et grondaient, des bruits hideux et étranges assaillaient leurs oreilles. Ils s'étaient égarés, ayant erré pendant des kilomètres à la recherche de leur camp, mais toujours dans la mauvaise direction. Ils étaient aussi perdus que s'ils avaient été transportés dans un autre monde. À un moment pareil, chaque fibre de leur intellect, combiné, devait être concentrée sur la question vitale du moment, la question de vie ou de mort, pour eux, de retrouver leur camp. Samuel Philander parlait. « Mais, mon cher professeur, disait-il, je maintiens que si ce n'avait été des victoires de Ferdinand et Isabelle contre les Maures du XVe siècle en Espagne, le monde serait aujourd'hui 1000 ans en avance sur où nous nous trouvons maintenant. Les Maures étaient essentiellement une race tolérante, large d'esprit, des agriculteurs, des artisans et des commerçants, le genre de peuple qui a permis la civilisation telle que nous la trouvons aujourd'hui en Amérique et en Europe. Tandis que les Espagnols... Tut, tut, cher monsieur Philander, interrompit le professeur Porter, leur religion empêchait totalement les possibilités que vous suggérez. L'islamisme était, est et sera toujours un fléau pour le progrès scientifique qui a marqué... Mon Dieu, professeur, interrompit monsieur Philander, qui avait tourné son regard vers la jungle. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui approche. Le professeur Mortimer tourna les yeux dans la direction indiquée par le myope monsieur Philander. « Tut, tut, monsieur Philander, le réprimanda-t-il. Combien de fois dois-je vous demander de chercher cette concentration absolue de vos facultés mentales qui seules peuvent permettre de faire appel aux plus hautes capacités intellectuelles sur les problèmes monumentaux qui incombent aux grands esprits. Et maintenant, je vous trouve coupable d'une violation flagrante des règles de courtoisie en interrompant mon discours éclairé pour attirer l'attention sur un simple quadrupède du genre Félix. Comme je disais, monsieur... Mon Dieu, professeur, un lion! Cria monsieur Philander en plissant ses yeux faibles vers la silhouette floue dessinée contre l'obscur feuillage tropical. Oui, monsieur Philander, si vous insistez pour utiliser l'argot dans votre discours, un lion. Mais, comme je disais... Mon Dieu, professeur, interrompit encore monsieur Philander, permettez-moi de suggérer que sans doute les Maures, qui ont conquis au XVe siècle, continueront dans cet état des plus regrettables pour un certain temps. Même si nous reportons la discussion de cette calamité mondiale jusqu'à ce que nous puissions atteindre la vue enchanteresse de ce Felis carnivora que la distance prête à la vue proverbiale. Entre-temps, le lion s'était approché avec une dignité silencieuse, s'arrêtant à 10 pas des deux hommes où il les observait curieusement. La lumière de la lune baignait la plage, et le groupe étrange se dessinait en relief sur le sable jaune. « C'est des plus répréhensibles, s'exclama le professeur Porter, avec une légère trace d'irritation dans la voix. « Jamais, monsieur Philander, jamais dans ma vie, je n'ai vu un de ces animaux être autorisé à errer librement hors de sa cage. Je vais certainement signaler cette outrageuse violation de l'éthique au directeur du jardin géologique voisin. »
Tout à fait, professeur, acquiesça M. Philander. Et plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Partons maintenant. Saisissant le professeur par le bras, M. Philander se dirigea dans la direction qui les éloignerait le plus possible du lion. Il n'avait pas fait un long trajet lorsque, d'un coup d'œil en arrière, M. Philander aperçut, horrifié, que le lion les suivait. Il serra davantage son emprise sur le professeur qui protestait et accéléra sa vitesse. « Comme je le disais, monsieur Philander, répéta le professeur Porter. Monsieur Philander jeta un autre regard précipité derrière lui. Le lion avait également accéléré son pas et maintenait obstinément une distance constante derrière eux. « Il nous suit !» s'écria M. Philander, se mettant à courir. « Tut, tut, monsieur Philander !» réprima le professeur. « Cette précipitation, indécente, est des plus inconvenantes pour des hommes de lettres. Que penseront nos amis qui se trouveraient peut-être dans la rue et seraient témoins de nos manières frivoles? Prière de continuer avec plus de décorum. » Monsieur Philander jeta un autre coup d'œil furtif derrière lui. Le lion bondissait aisément à moins de 5 pas derrière eux. Monsieur Philander lâcha le bras du professeur et se lança dans une folle course digne de n'importe quelle équipe universitaire. « Comme je le disais, monsieur Philander !» cria le professeur Porter, tandis qu'il, métaphoriquement parlant, mettait les gaz. Lui aussi, il aperçut en un éclair les yeux jaunes cruels et la bouche entr'ouverte à une proximité saisissante. Avec ses queues de manteau flottant et son chapeau de soie brillant, le professeur Porter fuyait sous la lumière de la lune, juste derrière M. Samuel Philander. Devant eux, une pointe de la jungle s'avançait vers un étroit promontoire, et c'est vers l'abri des arbres qui y voyaient que M. Samuel Philander dirigea ses prodigieux bonds, tandis que des ombres de cet endroit même observaient, deux yeux vifs, dans une appréciation intéressée de la course. C'était Tarzan des singes qui regardait, avec un sourire sur le visage, ce jeu étrange de suivre le leader. Il savait que les deux hommes étaient à l'abri de toute attaque en ce qui concernait le lion. Le simple fait que Numa ait renoncé à une proie aussi facile convainquait le sens pratique et avisait de Tarzan que le ventre de Numa était déjà plein. Le lion pourrait les traquer jusqu'à ce qu'il ait faim à nouveau, mais les chances étaient qu'à moins d'être en colère, il se lasserait bientôt du sport et s'éloignerait pour retourner dans sa tanière dans la jungle. Vraiment, le seul grand danger était qu'un des hommes trébuche et tombe. Et alors le démon jaune serait sur lui en un instant, et la joie de la tuerie serait une tentation trop grande à résister. Alors, Tarzan se balança rapidement vers un branchement inférieur, aligné avec les fugitifs qui approchaient, et alors que M. Samuel Philander, haletant et soufflant, passait dessous, déjà trop épuisé pour s'élancer vers la sécurité de la branche. Tarzan se pencha, et, le saisissant par le col de son manteau, le tira vers lui, sur la branche à ses côtés. Un instant plus tard, le professeur arriva dans le rayon de la prise amicale, et lui aussi fut tiré vers le haut en toute sécurité, juste au moment où Numa, frustré, dans un rugissement bondissait pour récupérer sa proie fuyante. Un instant, les deux hommes s'accrochèrent, haletants, à la grande branche, tandis que Tarzan, accroupi, le dos appuyé contre le tronc de l'arbre, les regardait avec une curiosité mêlée de divertissement. Ce fut le professeur qui brisa le silence. « Je suis profondément peiné, monsieur Philander, que vous ayez montré une telle pauvreté de courage viril en présence d'un désordre inférieur et que, par votre timidité grossière, vous m'ayez contraint à m'efforcer dans une mesure aussi inhabituelle afin que je puisse reprendre mon discours. Comme je le disais, monsieur Philander, lorsque vous m'avez interrompu, les morts...
Professeur Archimède Porter, interrompit M. Philander d'un ton glacé. Le moment est venu où la patience devient un crime et où la violence se pare du manteau de la vertu. Vous m'avez accusé de lâcheté. Vous avez insinué que vous n'avez couru que pour me rattraper, et non pour échapper aux griffes du lion. Prenez garde, professeur Porter, je suis un homme désespéré. Poussé par une patience de longue date, le verre finira bien par se retourner. Tut tut, monsieur Philander, tut tut, avertit le professeur Porter. Vous vous oubliez. Je n'oublie rien pour l'instant, professeur Porter, mais croyez-moi, monsieur, je vacille sur le bord de l'oubli en ce qui concerne votre position élevée dans le monde scientifique et vos cheveux gris. Le professeur resta silencieux pendant quelques minutes, et l'obscurité cacha le sourire grinçant qui se formait sur son visage ridé. Puis il parla. « Écoutez, Skinny Philander, dit-il d'un ton belliqueux, si tu cherches une bagarre, enlève ton manteau et viens sur le sol, et je te puncherai la tête, comme je l'ai fait il y a 60 ans, dans l'allée derrière la grange de Porky Evans. »« Ha !» s'écria M. Philander, stupéfait. « Seigneur, que ça sonne bien. Quand tu es humain, je t'aime. Mais il me semble qu'il y a 20 ans, tu avais oublié comment être humain. » Le professeur tendit une vieille main mince et tremblante dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle trouve l'épaule de son vieil ami. « Pardonne-moi, Skinny, dit-il doucement. Ce n'était pas tout à fait 20 ans, et Dieu seul sait combien j'ai essayé d'être humain pour Jane, et aussi pour toi, depuis qu'il a emporté mon autre Jane. » Une autre vieille main monta du côté de M. Philander pour saisir celle qui reposait sur son épaule, et aucun autre message n'aurait mieux traduit l'un à l'autre leur cœur. Ils ne parlèrent pas pendant quelques minutes. Le lion, en dessous d'eux, faisait des allers et retours nerveux. La troisième silhouette dans l'arbre était cachée par les ombres denses près du tronc. Lui aussi était silencieux, immobile comme une statue. « Tu m'as vraiment tiré dans cet arbre juste à temps, » dit enfin le professeur. « Je tiens à te remercier, tu m'as sauvé la vie. »« Mais ce n'est pas moi qui t'ai tiré ici, professeur, » dit M. Philander. « Parbleu, l'excitation du moment m'a tout à fait oublier que c'est moi-même qui ai été attiré ici par une force extérieure. Il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose dans cet arbre avec nous. »« Hein ?» s'écria le professeur Porter. « Es-tu tout à fait sûr, monsieur Philander ?»« Tout à fait sûr, professeur, » répondit Philander, et ajouta, « Je pense que nous devrions remercier la personne. Il doit être assis juste à côté de toi maintenant, professeur. »« Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Tut, tut, monsieur Philander, tut, tut, dit le professeur Porter, se rapprochant prudemment de monsieur Philander. À ce moment, Tarzan des singes pensa que Numa avait traîné assez longtemps sous l'arbre. Alors, il leva la tête vers les cieux, et un terrible cri d'avertissement retentit dans les oreilles terrifiées des deux vieux hommes. Les deux amis, tremblant dans leur position précaire sur la branche, virent le grand lion s'arrêter dans sa marche agitée, lorsque le cri glaçant frappa ses oreilles, puis s'éloigner rapidement dans la jungle, pour disparaître instantanément de leur vue. « Même le lion tremble de peur, » murmura M. Philander. « Vraiment remarquable, murmura le professeur Porter, s'accrochant frénétiquement à M. Philander pour retrouver l'équilibre que la peur soudaine avait si dangereusement mis en péril. Malheureusement pour eux deux, le centre d'équilibre de M. Philander se trouvait à cet instant même suspendu sur le bord du néant, si bien qu'il suffisait du léger élan donné par le poids supplémentaire du corps du professeur pour faire basculer le dévoué secrétaire de la branche. Ils vacillèrent un instant d'une manière incertaine, puis, avec des cris mêlés et très peu scientifiques, ils tombèrent tête la première de l'arbre, enlacés dans une étreinte frénétique.
Il fallut quelques instants avant que l'un d'eux ne bouge, car tous deux étaient convaincus que toute tentative révélerait tant de fractures et de bris qu'il serait impossible de progresser davantage. Finalement, le professeur Porter tenta de bouger une jambe. À sa grande surprise, elle répondit à sa volonté comme autrefois. Il ramena maintenant sa jambe sœur et l'étendit à nouveau. « Vraiment remarquable, murmura-t-il. « Dieu merci, professeur, chuchota M. Philander avec ferveur. Vous n'êtes donc pas mort ? Tut, tut, monsieur Philander, tut, tut, avertit le professeur Porter. Je ne sais pas encore avec précision. Avec une sollicitude infinie, le professeur Porter agita son bras droit. Joie, il était intact. Il agita son bras gauche au-dessus de son corps couché. Il bougea. Vraiment remarquable, dit-il. À qui signalez-vous, professeur ? Demanda M. Philander d'un ton excité. Le professeur Porter ne daigna pas répondre à cette question enfantine. Il releva doucement la tête du sol, la hochant d'un côté à l'autre une demi-douzaine de fois. « Vraiment remarquable, murmura-t-il. Il reste intact. » M. Philander n'avait pas bougé de l'endroit où il était tombé. Il n'avait pas osé tenter le moindre mouvement. Comment, en effet, bouger quand on a les bras, les jambes et le dos brisés ? Un œil était enfui dans la terre meuble, l'autre, roulant de côté, était fixé avec admiration sur les étranges constatations du professeur Porter. « Quel dommage !» s'exclama M. Philander à mi-voix. « Commotion cérébrale entraînant une aberration mentale totale. Quel dommage, en effet, et pour quelqu'un encore si jeune. » Le professeur Porter roula sur le ventre. Prudemment, il courba son dos jusqu'à ressembler à un énorme chat proche d'un chien aboyant. Puis il s'assit et toucha diverses parties de son anatomie. « Tout est là !» s'écria-t-il. « Vraiment remarquable. » Puis il se leva, et jetant un regard perçant sur la forme toujours prostrée de M. Samuel Philander, il dit « Tut, tut, monsieur Philander, ce n'est pas le moment de se livrer à la paresse. Il nous faut nous lever et agir. » M. Philander souleva l'autre œil hors de la boue et fixa avec une rage muette le professeur Porter. Puis il tenta de se relever. Il ne pouvait y avoir de plus grande surprise pour lui que lorsque ses efforts furent immédiatement couronnés de succès. Il était cependant toujours furieux de l'injustice cruelle de l'insinuation du professeur Porter et était sur le point de répondre vivement lorsque ses yeux tombèrent sur une étrange silhouette se tenant à quelques pas de là, les scrutant intensément. Le professeur Porter avait récupéré son chapeau en soie brillant, qu'il avait soigneusement brossé sur la manche de son manteau avant de le replacer sur sa tête. Lorsqu'il vit M. Philander pointer quelque chose derrière lui, il se tourna pour apercevoir un géant, nu, à l'exception d'un pagne et de quelques ornements métalliques, se tenant immobile devant eux. « Bonsoir, monsieur, » dit le professeur en soulevant son chapeau. En réponse, le géant leur fit signe de le suivre et se dirigea vers la plage dans la direction d'où ils étaient récemment venus. « Je pense qu'il est plus sage de le suivre, » dit M. Philander. « Tut, tut, monsieur Philander, » répondit le professeur. « Un peu plus tôt, vous avanciez un argument des plus logiques pour étayer votre théorie selon laquelle le camp se trouvait directement au sud de nous. J'étais sceptique, mais vous m'avez finalement convaincu. Donc, maintenant, je suis sûr que c'est vers le sud qu'il nous faut aller pour retrouver nos amis. Par conséquent, je continuerai vers le sud. » « Mais, professeur Porter, cet homme sait peut-être mieux que nous deux. Il semble être indigène de cette région du monde. Suivons-le, au moins sur une courte distance. »« Tut, tut, monsieur Philander, » répéta le professeur. « Je suis un homme difficile à convaincre, mais une fois convaincu, ma décision est inaltérable. Je continuerai dans la direction appropriée, même si je dois faire le tour du continent africain pour atteindre ma destination. »
Un nouvel argument fut interrompu par Tarzan, qui, voyant que ces hommes étranges ne le suivaient pas, était revenu à leur côté. Il leur fit de nouveaux signes, mais ils restèrent là, en pleine discussion. Peu après, l'homme singe perdit patience devant leur ignorance stupide. Il saisit M. Philander, effrayé, par l'épaule, et avant que ce dernier ne comprenne s'il allait être tué ou simplement mutilé à vie, Tarzan lui avait attaché un bout de sa corde solidement autour du cou. « Tut, tut, monsieur Philander, protesta le professeur Porter, il est fort indécent de votre part de vous soumettre à de telles indignités. » Mais à peine les mots étaient-ils sortis de sa bouche qu'il fut lui aussi saisi et solidement lié par le cou avec la même corde. Ensuite, Tarzan se dirigea vers le nord, menant le professeur, désormais complètement effrayé, et son secrétaire. En silence mortel, ils progressèrent pendant ce qui sembla être des heures aux deux vieux hommes fatigués et désespérés. Mais, bientôt, alors qu'ils franchissaient une petite élévation de terrain, ils furent ravis de voir la cabane devant eux, à moins de 100 mètres. Là, Tarzan les relâcha, et en désignant la petite construction, disparut dans la jungle à côté d'eux. « Vraiment remarquable, haleta le professeur. Mais vous voyez, monsieur Philander, que j'avais tout à fait raison, comme d'habitude, et si ce n'avait été de votre obstination, nous aurions échappé à une série d'accidents des plus humiliants, pour ne pas dire dangereux. Veuillez dorénavant vous laisser guider par un esprit plus mûr et pratique lorsque vous aurez besoin de sages conseils. » Monsieur Samuel Philander, trop soulagé de l'heureux dénouement de leur aventure pour prendre ombrage des cruelles moqueries du professeur, saisit le bras de son ami et le poussa en avant dans la direction de la cabane. C'est un groupe de naufragés grandement soulagés qui se retrouva de nouveau réunis. L'aube les trouva encore en train de raconter leurs diverses aventures et de spéculer sur l'identité de l'étrange gardien et protecteur qu'ils avaient rencontré sur cette côte sauvage. Esmeralda était persuadée qu'il ne pouvait s'agir que d'un ange du Seigneur, envoyé spécialement pour veiller sur eux. « Si vous l'aviez vu dévorer la chair crue de la lionne, Esmeralda, dit en riant Clayton, vous l'auriez pris pour un ange très matériel. » Il n'y avait rien de céleste dans sa voix, dit Jane Porter, en frissonnant légèrement à la souvenance du rugissement terrible qui avait suivi la mise à mort de la lionne. Et cela ne correspondait pas précisément à mes idées préconçues sur la dignité des messagers divins, remarqua le professeur Porter, quand ce gentleman a attaché deux érudits tout à fait respectables par le cou et les a traînés à travers la jungle comme s'ils étaient des vaches.